L'échiquier international, bienvenue à vous. Un Proche-Orient embrasé, la situation devrait encore empirer, chose inédite comparée aux autres années, et que le levier américain suscite questionnement, en effet, dans le sens où Washington semble à court d'initiatives, pour ne pas parler de volonté limitée, et tenter de stopper le massacre des Palestiniens, un massacre orchestré depuis le 7 octobre par l'entité sioniste. En effet, 4 voyages du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Moyen-Orient, mais sans solution. Le problème, c'est que les démocrates sont pris dans un étau au niveau intérieur, avec un Trump qui gagne l'Iowa à 51% des voix, qui le met en bonne place pour la Maison-Blanche en janvier prochain. Et sur le front de l'international, Anthony Blinken, on l'a dit, à court d'idées, qui se dirige à travers des initiatives avec des dirigeants du Moyen-Orient, mais qui revient avec pas grand-chose. On en parle de tout ça avec notre invité du jour, et c'est tout de suite. Même s'ils ne sont jamais réellement partis, mais les Américains demeurent au Moyen-Orient pendant les années 2021-2022, on a remarqué un retrait des troupes américaines, non seulement d'Irak, de Syrie, mais également de l'Arabie Saoudite, pour mieux se concentrer sur l'Asie du Sud-Est. Donc on voyait une présence moins importante des unités américaines au Moyen-Orient, sauf que depuis le 7 octobre, on voit un réajustement, un changement de la politique militaire américaine, puisqu'il semblerait que les troupes américaines regagnent peu à peu le Moyen-Orient pour, bien entendu, les grands frais de l'entité sioniste. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un habitué de notre émission, de notre rendez-vous. Il s'agit de Hassan Qassimi, analyste et géopolitologue. Hassan Qassimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Avec plaisir. Alors, M. Qassimi, on le disait, depuis des années, les troupes américaines se sont concentrées sur l'Asie-Pacifique, mais depuis le 7 octobre, il semblerait qu'il y ait un réajustement des militaires américains sur la région du Moyen-Orient. Justement, expliquez-nous les tenants et les aboutissants de ces réajustements. Vous savez que les rapports de force sur le plan international sont en train d'évoluer de manière fluctuante. Nous avons des hauts et des bas. Et bien sûr, ce sont les crises, les guerres, les conflits qui font que les rapports de force parfois se délitent et se reconstituent sous d'autres formes. Et là, je voudrais faire une observation très importante, que le monde actuellement est malheureusement dominé depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de manière impériale, incontestable et indiscutable par l'entité sioniste, américano-sioniste. Donc c'est un couple infernal qui domine le monde depuis de plus en plus, bien sûr. Les lobbies sionistes, de plus en plus, sont présents de plus en plus, dirigent le monde, et ce sont à peu près les caractères de l'évolution actuelle de la situation sur le plan mondial. Vous devez savoir une chose, qu'au Moyen-Orient, il y a un réajustement et une redéfinition des zones d'influence. Vous avez vu, les Chinois arrivent avec force, avec bien sûr de grosses valises, des moyens financiers très importants. Et vous avez aussi l'arrivée aussi sur le Moyen-Orient. Vous avez l'Iran qui est présente. Là, il y a eu dernièrement des évolutions nettes, apparentes, qui ont posé beaucoup d'interrogations. C'est la normalisation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par le canal de la médiation chinoise, et bien sûr un rapprochement émirato-indien-chinois. Donc vous avez dans tout ce magma fluctuant qu'on pourrait peut-être décrire comme étant l'océan des crocodiles, où le plus faible cède sa place au plus fort. Donc les Américains n'ont jamais quitté le Moyen-Orient. Ils sont là, ils occupent le Moyen-Orient, ils ont des moyens militaires forts, ils ont des bases militaires,
qui font que l'Amérique, rien ne peut se faire au Moyen-Orient sans le feu vert des Américains. Vous voyez ce qui se passe. Monsieur Qassimi, quand on dit un départ des Américains au Moyen-Orient, bien sûr, il y a une présence, mais on se rappelle en 2021 que Donald Trump avait ordonné ou autorisé un retrait de quelques unités du Moyen-Orient, par exemple d'Irak et de Syrie. On sait qu'un porte-avions avait quitté l'Arabie Saoudite. On sait également que des missiles sol-sol ont également été déplacés de l'Arabie Saoudite vers l'Asie-Pacifique. Donc, bien entendu, il y a une présence américaine, mais on sentait que la nouvelle ère géopolitique qui intéressait les États-Unis était l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a un retour. Donc, on voit que je ne sais pas, est-ce qu'il y a un retour, il y a un retour ou il y a un réajustement, ou est-ce que le 7 octobre a redéfini la primauté américaine concernant sa politique étrangère? Est-ce qu'on peut en parler? Écoutez, je vais essayer de vous expliquer avec beaucoup de simplicité ce qui se passe actuellement, alors que même si la situation est souvent assez complexe et nous avons plusieurs nœuds qui nous empêchent de relater de manière linéaire la lisibilité des événements. Et là, les Américains sont dans une stratégie nouvelle depuis une vingtaine d'années. Et cette stratégie nouvelle consiste à se matérialiser sur le terrain par une articulation de la stratégie ou la politique du hard power et du soft power. Donc, c'est une articulation que nous pouvons exprimer de manière plus simple. C'est la politique de la carotte et du bâton que actuellement est en train de mener un peu partout dans le monde, les Américains dans le monde, pour continuer à asseoir leur domination. Bien sûr, les Américains sont critiqués, sont au banc des accusés parce que leur politique n'est pas, malheureusement, une politique qui sert la paix mondiale ou la sécurité mondiale. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la médiation américaine, de Biden et bien sûr de la politique américaine dans le monde. Et dans tout cela, il y a absolument des événements qui sont inacceptables, qui sont intolérable pour la simple raison que l'Amérique a pratiquement est sortie en tant que médiateur, en tant que partenaire médiateur, devant absolument en tant que grande puissance du monde qui gouverne le monde depuis 1945, les Américains ne sont plus ce partenaire crédible, ce partenaire sérieux, en mesure de réguler les relations internationales, en mesure d'assurer des médiations sur des crises, des conflits importants. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Le principal protagoniste de la guerre d'Ukraine, ce sont les Américains, qui sont en train d'arriver. On va en parler. Et là, si on voulait, on pourrait peut-être parler de plusieurs dossiers on va en parler séparément. Alors parlons justement d'Anthony Blinken. Arrêtons-nous un instant sur Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. On le voit, qui semble, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais qui semble avoir beaucoup de mal à contenir son allié de toujours, l'entité sioniste, et sa séquence de bombardements qui dure sur l'enclave palestinienne. Alors, avec 4 tournées au Moyen-Orient, Anthony Blinken revient, comme on le dirait trivialement, bredouille, avec une absence d'une feuille de route. On a l'impression qu'il a du mal, à contrario du passé, les Américains, cette fois-ci, ont du mal à canaliser l'entité sioniste dans ses opérations à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il ne faut absolument pas distinguer entre ceux qui dirigent l'Amérique actuellement et l'entité sioniste. Je vais vous reprendre une expression célèbre de Fidel Castro qui avait dit il y a ça plus d'une quarantaine d'années que l'Amérique est dominée de manière martiale par un seul parti. C'est le parti nazi avec 2 mouvances, les démocrates et les républicains, qui sont d'ailleurs 2 mouvances d'un parti sioniste qui dirige les États-Unis de manière tyrannique, dictatoriale. Donc, quand vous me parlez du ministre des Affaires étrangères américain, je vais vous donner quelques informations suite à des analyses concernant le comportement de ce ministre des Affaires étrangères, qui est un comportement qui n'est pas, à mon avis, en mesure de représenter une grande nation comme l'Amérique, parce que quand nous avons entendu les déclarations de Blinken dire que
je vais aller en Israël en tant que juif et non en tant que ministre des Affaires étrangères, cela est scandaleux pour une nation aussi grande comme l'Amérique. Donc, vous savez qu'un ministre des Affaires étrangères, d'abord, représente le pays dans lequel il est, c'est-à-dire il représente les États-Unis. Mais quand il s'agit du contentieux israélo-palestinien, les déplacements de Blinken, il ne le fait pas en tant que ministre de l'État américain, mais il le fait en tant que juif. Et là, revenir à une explication raciale de son appartenance à la limite religieuse, de juive, cela est inacceptable, cela constitue un manquement à des obligations américaines constitutionnelles, des manquements, c'est plus grave. Je vous pose la question, M. Qassimi, parce que la semaine passée, vous le savez aussi bien que moi, il y a eu le 54e forum de Davos, où on le rappelle, les dirigeants mondiaux et les représentants économiques, c'est-à-dire vraiment c'est un réseau des hommes influents de la planète, sont donné rendez-vous donc à Davos, c'est en Suisse, et on avait posé la question à Anthony Blinken en lui disant qu'est-ce que vous comptez faire à Gaza pour stopper le massacre. Il a répondu: j'ai le cœur qui se fend à chaque fois que je vois des civils palestiniens être massacrés, mais que faire? Donc il se posait la question de cette manière-là, et personne dans la salle ne l'a repris en lui disant: mais vous êtes quand même le secrétaire d'État américain, ordonnez simplement un cessez-le-feu. Et il n'y a pas eu ce dialogue. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'Anthony Blinken semble un peu complètement impuissant par rapport à son allié sioniste. Vous savez, quand on entend Blinken dire pareille sottise, vous savez, ça, à notre tour, nous aussi, ça nous fend le cœur et ça nous révolte. Pour la simple raison que Blinken le sait parfaitement que les Palestiniens qui sont massacrés à Gaza ou en Cisjordanie, c'est des bombes américaines qui sont en train de déchiqueter ces enfants, de tuer plus de 10 300 enfants, plus de 7 300 à 400. Vous avez à peu près 200 Palestiniens qui sont tués chaque jour. Ce sont de véritables massacres inédits du 21e siècle. Et dont les auteurs démoniaques, les auteurs criminels ne sont rien d'autre que l'entité sioniste, Biden, Blinken et tous les États occidentaux qui continuent à soutenir des massacres à grande échelle de populations civiles. Ce sont des génocides. Personne ne peut nier une telle situation, de tels faits, et malheureusement, il faut le dire, que nous sommes dans un monde où le temps de l'impunité continue toujours à perdurer pour la simple raison que le monde actuel a été construit par les vainqueurs, a été construit par les Américains, et les Américains ont pris le soin de tout verrouiller. Je vais vous apprendre une chose, c'est que le président de la Cour internationale de justice est un Américain, est une Américaine, est un fonctionnaire du département d'État américain. Le président du tribunal pénal international est un Anglais aussi. Vous voyez que pratiquement les Américains ont pris le soin de tout verrouiller pour que les organisations internationales soient neutralisées. Mais là, je voudrais dire une chose, que le monde est en train d'évoluer et qu'il est en train d'évoluer vers un multilatéralisme qui doit rompre de manière dialectique avec ce monde unipolaire, colonial, occidental, impérialo-sioniste. Et là, croyez-moi, c'est ce qui explique pourquoi actuellement plus de 80% de la population mondiale se regroupe au sein du mouvement des Nations Unies, des non-alignés, se regroupe pour apporter des solutions à ces défis. Monsieur Qassimi, je vais vous proposer une grille de lecture. Vous allez, une analyse aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on l'a dit, une présence américaine depuis le mandat de Trump, qui avait décidé de dégager quelques contingents d'Irak, de Syrie, d'Arabie Saoudite. Mais finalement, on sentait à l'époque que l'entité sioniste n'était pas tout à fait satisfaite parce que ça l'isolait. Est-ce que vous pensez que cette séquence, ce massacre en Palestine, qui incite les Américains à revenir, et c'est pour ça aussi que l'entité sioniste a des raisons de faire durer la guerre, parce que depuis quelques années, les Américains s'étaient retirés, puis depuis le 7 octobre, on sent des Américains qui viennent aussi
prêter main forte à l'entité sioniste qui était de plus en plus isolée. On se rappelle aussi que l'entité sioniste avait aussi des problèmes diplomatiques et aussi de sécurité avec la Russie. Avec les Américains, on sent que l'entité sioniste reprend du poil de la bête, comme on dirait. Vous savez que, d'abord, moi je reviens à mon idée première pour vous dire que l'Amérique ne s'est jamais retirée du Moyen-Orient, et c'est une région qui est sous l'œil et sous le contrôle des Américains de manière très forte et de manière très proche. Donc l'Amérique a des bases très importantes au Qatar, aux Émirats arabes unis, à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Jordanie. Donc, pratiquement, le Moyen-Orient est ceinturé par une multitude de bases militaires qui mettent tous ces territoires sous la coupe et sous la domination américaine. Donc, je vais vous dire autre chose que l'entité sioniste a une stratégie sur le plan géopolitique et géomilitaire qui consiste à dominer pas uniquement la Palestine. Donc, quel est pratiquement le menu qui a été arrêté par les sionistes, les sionistes en Palestine? D'abord, c'est de faire disparaître toute la population razaoui, les 2 millions de Palestiniens, de les faire disparaître, de tuer une bonne partie de la population et de transférer une autre partie de la population ailleurs. Vous savez qu'il y a des plans sordides, des plans horribles qui sont déjà dans le tiroir et sous la table et qui peuvent sortir à tout moment et qui même prévoient de transférer les Palestiniens dans d'autres pays en Afrique. Et vous imaginez un peu les tentations folles du parti qui est au pouvoir, du Likoud et de Netanyahou, c'est de vouloir disposer d'un territoire sans population, un territoire sans Palestiniens, et aussi pour réaliser le vieux rêve de Ben Gurion d'avoir le Grand Israël, réaliser le Grand Israël, pratiquement qui s'étendrait sur plusieurs pays, une partie de l'Égypte, tous les déserts égyptien, une partie de la Jordanie, le fleuve de la Jordanie qui passerait sous la coupe de l'entité sioniste, le Golan et une autre partie de la Syrie, une partie de l'Irak, et bien sûr, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et la cerise sur le gâteau, et personne n'en parle, c'est que l'entité sioniste a des ambitions de s'étendre aussi en Arabie Saoudite. Donc préparez-vous bien pour l'avenir, à ce que l'Arabie Saoudite soit disloquée, que l'Arabie Saoudite soit implosée de l'intérieur pour pouvoir prendre possession d'un certain nombre de territoires, bien sûr. Ce que vous nous décrivez, Hassan Qassimi, ce que vous nous décrivez, c'est justement la carte qu'avait rendue un ancien militaire américain, un ancien à la retraite, mais qui était devenu conseiller militaire à la Maison-Blanche pendant les années, c'était les années 2000-2003, ça s'appelle la carte de Ralph Peters, où on montrait justement un Moyen-Orient complètement morcelé, où les Américains justement tablaient sur les ethnies pour encore plus morceler ou balkaniser le Moyen-Orient. Mais je vous pose la question, aujourd'hui il y a des obstacles concernant ces projets. On voit la plainte à la CIJ, on voit aussi des manifestations aux États-Unis dans des campus américains, on voit même des associations juives aux États-Unis qui demandent à faire le distinguo entre elles et l'entité sioniste. Il y a une levée de boucliers partout dans les capitales. On sent un retour à la question palestinienne. Est-ce que vous ne pensez pas que ce projet que vous décrivez, qui existe, ne pensez pas qu'il trouve quand même des obstacles, une résistance dans la rue occidentale, mais aussi ailleurs, qu'on ne trouvait pas dans d'autres moments de l'histoire? Vous savez, vous prenez n'importe quel scénario élaboré par les plus grands stratèges du monde, à commencer par Zbigniew Brzezinski, qui a prévu le pire, qui a mis en place des scénarios de déstabilisation, de subversion, qui a provoqué l'effondrement de la Russie, qui a imaginé et échafaudé toutes les théories d'extension de l'Europe occidentale vers l'Europe de l'Est, la guerre d'Ukraine. Donc ce sont des scénarios qui ont été montés
pièces, mais dans les stratégies. Vous avez toujours, et ça il ne faut jamais l'oublier, vous avez toujours des zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est ce qu'on n'arrive pas à prévoir. On peut tout prévoir, mais il y a quand même des détails parfois qui sont très importants, et ne l'oubliez pas aussi que c'est dans les détails que se cache le diable ou que se cachent les diables. Donc parfois il y a plusieurs diables. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que il y a un élément important qui a échappé aux stratèges occidentaux, aux stratèges sionistes. C'est la guerre de la communication. La guerre de la communication, les sionistes et les Américains l'ont perdue, pour la simple raison qu'ils ont tout imaginé, sauf le retournement de la situation au niveau de l'opinion publique internationale. L'opinion publique internationale, partout dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se soulève contre les crimes de guerre, contre les crimes contre l'humanité, contre les génocides qui sont commis d'abord. N'oubliez pas, ce n'est pas une guerre qui est commise uniquement par l'entité sioniste, par les Palestiniens, c'est une guerre qui est aussi faite par les Américains contre les Palestiniens. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que il faut aussi vous mettre dans la tête que les Américains ont eu l'audace de dépêcher vers la Méditerranée la 6e flotte et une armada de bateaux pour torpiller les Palestiniens, des populations civiles, sans État, sans armée, sans protection, et ils se sont livrés à des carnages sur des populations civiles. Et c'est cela a été le détonateur qui a provoqué un retournement de situation au niveau de l'opinion publique internationale, qui maintenant, vous devez savoir que l'antisémitisme est en train de se propager dans le monde comme une traînée de poudre. C'est ce que n'ont pas imaginé les géostratèges sionistes et américains. C'est que les carnages commis en Palestine, à Gaza, puissent être découverts par l'opinion publique internationale. Et vous avez vu, ils ont utilisé tous les moyens pour empêcher que l'information ne sorte. Et il y a eu des journalistes, plus d'une 130 journalistes qui ont été assassinés. On a coupé l'Internet, on a fait un blocus monstre sur pratiquement tout le territoire de Gaza, qui est un petit territoire de 386 000 km². C'est une poche de territoire. Et on a largué sur ce petit territoire l'équivalent de 3 bombes atomiques. Et là, personne ne peut échapper au jugement de la justice internationale. Et vous avez vu les Sud-Africains qui ont donné le sang au monde arabe, qui ont osé défendre la dignité des Arabes. Ce sont les Sud-Africains, ce sont les Africains les Sud-Africains qui se sont levés par dignité pour protéger l'honneur des Arabes, l'honneur des Palestiniens. Et là, sur ce point, je voudrais dire un élément très important. C'est que le président Abdelmadjid Tebboune a été le précurseur et le premier à demander à l'opinion publique internationale à inviter tous les acteurs politiques, publics et indépendants, à agir très vite pour arrêter ces carnages et déposer des plaintes devant le tribunal pénal international et devant la Cour de justice internationale. Et justement, l'action de l'Afrique du Sud a fait tache d'huile, et il y a maintenant 2 pays en Amérique latine, le Chili et le Mexique, qui ont déposé des plaintes devant le tribunal pénal international pour juger les crimes de Netanyahou, les crimes de tous ceux qui ont soutenu Netanyahou, à commencer par Blinken, Biden, le Premier ministre, le chancelier allemand, enfin toutes les personnalités. On reprendra cette discussion une prochaine fois. Merci d'avoir été de notre pour l'échiquier international du jour et qu'on retrouvera dès demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien en vous souhaitant une agréable soirée. À demain.